je suis pas trop mauvais joueur. Et mon père a été 15-2 au mieux et ma mère, elle a été 31 ou 30, quelque chose comme ça. Il y a eu des périodes où quand je gagnais pas de match, quand j'avais 10-12 ans, je disais je vais arrêter, je veux faire autre chose. J'ai failli m'inscrire au handball et donc j'étais pas prêt et j'ai fait que perdre. Je me blessais un petit peu aussi, plus qu'avant. Au cours de ces dernières années, j'ai eu l'opportunité de rencontrer plusieurs joueurs de tennis professionnels. Leurs points communs sont une résilience à toute épreuve et une détermination sans faille. Cela m'a confirmé que l'on ne naît pas champion, on le devient. Je suis Loïc Gossin et l'objectif de ce podcast est de comprendre les différences entre la réussite et l'échec dans le tennis. Salut Grégoire, super content de Salut. t'avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et Aucun problème, c'est un plaisir. j'espère qu'on va se régaler. Alors, J'espère aussi. bon, dis-moi, on va un petit peu parler déjà de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bon, tu es sur cette chaîne, c'est que je suis sûr que tu es affilié au tennis. Mais Ouais. voilà, je vais te laisser te présenter déjà. Bah moi, ouais, je suis joueur de tennis professionnel. Ça va faire bientôt une dizaine d'années. Je compte pas les années en junior avant où on passait quand même notre bac, on faisait les études à côté. Mais voilà, depuis que j'ai passé mon bac à 18 ans, je me suis lancé sur le circuit professionnel directement. Et voilà, je suis passé par toutes les étapes, les futurs, les challengers et maintenant les grands prix. J'ai fait un peu le yo-yo au classement deux fois dans ma carrière. Je suis bien monté, redescendu assez bas. Je suis remonté, je suis redescendu un peu moins bas qu'avant et voilà, là, je suis reparti de l'avant. Je suis remonté au classement, mais voilà. Et puis j'ai commencé le tennis à 5 ans, assez classiquement. Mes parents jouaient à côté de chez moi dans le club de tennis et je les ai suivis. J'ai commencé au mur, au mini tennis. J'ai pris deux trois cours et voilà, c'était un début assez classique, on va dire. D'accord, et du coup, quand tu as commencé à 5 ans, tu faisais que ce sport-là, tu en as fait d'autres? Est-ce que tu t'es toujours concentré qu'au tennis? Ça a été une passion? Ouais, ça a été une passion. J'ai fait un tout petit peu quand j'étais jeune. On appelait ça l'épice. Je me souviens à l'époque, tu faisais plein de sports, un petit peu des sports co, de l'athlé, plein de trucs, et j'ai pas aimé du tout. Voilà, de genre j'étais malade pour pas y aller quand j'avais 6-7 ans. Et donc sinon j'ai fait que du tennis à fond là-dessus. Il y a eu des périodes où quand je gagnais pas de match, quand j'avais 10-12 ans, je disais je vais arrêter, je veux faire autre chose. J'ai failli m'inscrire au handball, je me souviens, mais j'ai jamais passé la porte pour m'inscrire. Donc voilà, j'ai fait que le tennis. Après, j'ai fait un peu de foot de temps en temps pour me marrer, quoi, des petits fives, des trucs comme ça. Mais voilà, j'ai pris que des cours de tennis. J'ai pris aucun autre cours. Et du coup, tu es plus collectif ou individuel? Parce que Alors, je suis plus individuel, sport individuel. Je me sens mieux là-dedans. Après, j'aime bien, voilà, ça arrive rarement dans l'année, mais la période des matchs par équipe où on est en groupe, voilà, c'est cool. Ça nous fait du bien aussi cette petite coupure dans l'année. Donc, je suis quand même, voilà, à pratiquer. Je préfère pratiquer un sport individuel. C'est là où je me sens le mieux. Je suis pas bon au foot, hein. Et voilà, j'ai pas envie de faire perdre voilà, mon équipe en étant mauvais au moins au tennis. Si tu perds, c'est que de ta faute et tu peux t'embêtes personne du coup avec ça. et du coup, tu es mauvais joueur ou ça va, tu es plutôt quelqu'un qui arrive à souffler ou Non, t'es... non, ça va. Je suis pas trop mauvais joueur. Je sais quand je suis pas bon, donc j'accepte aussi le le chambrage, même si c'est pas facile parfois. Donc non, j'accepte assez bien. Ça va. Après, faut pas trop perdre et trop me chambrer non plus. Forcément, un peu d'orgueil, mais non, je suis pas difficile de ce point de vue-là. Je sais mes qualités, dans quel sport je suis bon et dans quel sport je suis mauvais. Et tout à l'heure, tu disais que tes parents, ils faisaient du tennis dans le club d'à côté et ils avaient un certain niveau, ils étaient passionnés ou c'est vraiment toi qui, le seul de ta famille qui s'est lancé vraiment dans le tennis à fond? Alors, mes parents et mon père a été 15-2 au mieux et ma mère, elle a été 31 ou 30, quelque chose comme ça. Mon père était vraiment passionné, il regarde tous les matchs, il adore ça, il joue tout le temps. Encore aujourd'hui, il doit être 15-4, voilà. Après, moi, je me suis mis dedans, j'ai commencé à bien jouer en jeune, à gagner des petits tournois dans la région. Donc, c'est forcément quand t'es jeune et que tu commences à gagner, forcément tu aimes. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai continué. Après, mon petit frère et ma petite sœur qui s'y sont mis aussi, donc j'étais pas le seul
À jouer. Après, ouais, tout seul à voilà, faire une carrière dans le tennis. D'accord. Donc ton frère et ta sœur, ils ont pas fait de Ils ont, tennis plus ils que ça. ont, si, ils ont bien monté. Ma sœur, elle a été -15. Elle a fait un petit peu des tournois sur le circuit, voilà, un peu. Elle a eu quelques points de WTA. Et maintenant, elle a arrêté, elle travaille. Et mon petit frère, il a eu un moment où il a arrêté, il s'est mis à faire du foot. Et il a fait la petite crise de jeunesse où moi je jouais bien et tout, donc ça devait pas être simple. Donc il en a eu marre du tennis. Voilà, on parlait que de ça. Donc il s'est mis au foot et là il a repris et là il vient de monter à -2. Donc voilà, il veut pas en faire une carrière, mais il essaie de monter le plus possible. Il a passé son diplôme d'entraîneur, donc voilà, il sera coach. D'accord. Ouais. Donc une carrière de tennis, mais côté Ouais, voilà, entraîneur. voilà, voilà. D'accord. Et quand tu as commencé le tennis, tu avais des joueurs qui t'ont inspiré? Ouais, moi, alors j'avais deux idoles, c'était Marat Safin et Paul-Henri Mathieu à l'époque quand j'étais jeune. Voilà, c'était les deux que je kiffais. Et après, par la suite, forcément, il y a eu Federer, hein, comme 99% des gens, je pense. Voilà. Ouais. Mais voilà, à mes débuts, c'était Marat Safin. J'adorais son style, j'adorais son style de jeu aussi. Il avait des grosses frappes. Polo Mathieu aussi. Donc voilà, on va dire que mon jeu un peu, alors c'est pas les mêmes exactement que les leurs, mais malheureusement, mais ça se rapproche. Voilà, j'essaie de frapper fort, d'utiliser mes grosses frappes et voilà, c'est ce que j'aime faire. Donc voilà, c'était les deux premiers que j'ai regardés et que j'ai adoré regarder. Et du coup, t'es quoi? T'es un joueur plutôt offensif, défensif, équilibré? C'est quoi Ouais, ton style? je suis assez offensif, mais j'ai quand même du mal à aller à la volée. Ouais, c'est pas là où je me sens le plus à l'aise. Donc là où je suis le plus à l'aise, c'est quand j'ai deux pieds dans le terrain et je frappe très fort. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire un maximum. Après, maintenant, on essaie toujours de progresser, d'aller un peu plus vers l'avant, un peu plus au filet. C'est ce que j'essaie de faire depuis le début de l'année. Pour l'instant, ça marche pas mal, mais voilà, parfois, t'as toujours les démons qui te rattrapent, donc tu recules un petit peu à certains moments. Mais voilà, je suis offensif, je suis pas du tout défensif. J'excelle pas du tout dans ce style de jeu-là. D'accord, t'aimes bien vraiment, limite presque maîtriser le jeu, donner, couper le tempo et envoyer, envoyer, envoyer et presque Ouais, ouais, acculer l'adversaire, quoi. c'est ça, c'est comme ça que je joue le mieux, que je me sens le mieux. Ouais, dès que je commence à défendre, c'est pas bon signe. Alors je vais arriver à grappiller des points comme ça, mais généralement, je gagne pas un match en faisant que défendre. Ça a dû peut-être m'arriver une fois ou deux, mais c'est très rare. Donc voilà, au moins je sais ce qu'il faut que je fasse sur le terrain pour être performant. Et tout à l'heure, tu disais qu'en gros, tu as eu des hauts, des bas, très bas, tu es descendu, tu es remonté. Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, bah je suis monté 180 à 20, 21 ans, donc 180 ATP, donc c'était plutôt pas mal. Je commençais à jouer que des challengers, les qualifs de Grand Chelem, donc ça commence à être intéressant. Et voilà, quelques défaites qui m'ont fait un peu de mal, qui m'ont mis un peu dans le trou. Mon jeu en étant très offensif, ça joue beaucoup sur la confiance aussi. Quand tu te sens un peu moins bien, bah voilà, tu prends la balle un peu plus tard, t'oses un peu moins frapper fort, donc forcément tu rates plus. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à perdre quelques matchs, puis ça s'est enchaîné, puis la motivation se perd un peu, tu t'entraînes un peu moins bien, forcément, et t'as moins envie de partir en tournoi, donc tout fait que bah tu joues mal. Et je suis redescendu, oui, quasiment 650 au classement, quelque chose comme ça, 650, 680. Donc je suis redescendu très loin et voilà, j'ai fait une petite pause, je me suis posé des questions, j'ai changé de staff et après je suis reparti sur une longue période d'entraînement et me laisser du temps voilà pour progresser et essayer de pas me focaliser sur le classement, les points et essayer de bien jouer tout de suite. Voilà, j'ai essayé plus de bien m'entraîner, de progresser dans mon style de jeu et ensuite si je faisais ça bien à l'entraînement, forcément que voilà, en étant déjà monté avant, ça paierait sur le long terme sur les résultats. Donc finalement, ça a plutôt bien fonctionné parce que ça a payé assez rapidement. Voilà, 6 mois après avoir fait le changement, je suis remonté au même classement et après je l'ai dépassé, je suis rentré dans les 100. Donc c'était plutôt une bonne chose. Et la deuxième fois, c'était après le Covid. Voilà, moi j'ai pas très bien vécu cette période-là. J'étais rentré dans les 100 juste avant, la semaine avant que tout ferme, j'ai eu mon meilleur classement, j'étais 80e mondial. Et après, finalement, pendant le confinement, je m'étais dit, putain, c'est pas si mal de rien faire. J'avais vraiment rien foutu. Donc, de repartir, ça a été très dur. Je suis reparti de loin
Et donc, j'étais pas prêt et j'ai fait que perdre. Je me blessais un petit peu aussi, plus qu'avant. Donc, je suis redescendu au classement, voilà, de 130, quelque chose comme ça. Et on est reparti, on a remis de l'eau de chauffe. J'ai pas changé de structure. Je suis resté avec les mêmes mecs pour le coup, cette fois-ci. Mais je suis reparti à l'entraînement. Je me suis redonné du temps et pareil, ça a payé très rapidement. 6 mois après, je suis revenu dans les 100 et aujourd'hui, j'ai mon meilleur classement. Donc voilà, c'était des hauts, des bas, des moments difficiles, mais ça amène toujours à des bons moments derrière. Donc avec le recul, tu te dis c'est pas si grave les mauvais moments parce que tu apprécies encore mieux les bons moments derrière. Et du coup, tu dis que le Covid n'a pas été, on va dire, la meilleure période pour toi en termes de tennis. Et Ouais. qu'est-ce qui explique que le fait que en gros, tu as, je pense, lâché du coup un peu en mode autant dans l'esprit que dans le jeu? Bah déjà pendant le confinement et les sorties de confinement où il y avait toujours pas de tournoi, on savait pas trop ce qui allait se passer. En vérité, c'est la première fois depuis 10-15 ans que je restais chez moi sans me dire allez, je me lève pour aller m'entraîner, je me lève pour aller prendre un avion, et je dois faire mes valises, je dois partir, etc. Donc franchement, c'était cool, j'ai kiffé ce moment à rien faire et je me suis dit c'est pas si mal de rester chez soi et tout. Donc déjà ça a été et après il a fallu repartir sur les tournois. Voilà, ça n'a pas été simple et comme je m'étais pas très bien préparé du coup bah tout forcément les mecs jouent vraiment bien à ce niveau-là donc tu commences à perdre et donc je commence à me dire est-ce que j'ai vraiment envie d'être là. J'étais bien là il y a 2-3 mois à la maison à rien faire enfin pas voilà être resté chez moi sans avoir de contraintes de se dire faut que j'aille faire du sport, je me lève, que j'aille en chier à l'entraînement et tout donc voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Il y a plus personne dans les stades, tu joues, t'as l'impression que c'est un entraînement donc voilà, tout ça accumulé a fait que bah, j'avais moins d'envie, donc à ce niveau-là, ça je joue aussi à ça, ça se mesure à ça les matchs. Quand tout le monde joue vraiment bien, donc s'il y a un mec qui a un peu plus envie que l'autre, forcément il jouera mieux et 9 fois sur 10 il va gagner. Donc ça a été un enchaînement qui a fait que voilà j'ai très mal joué à chaque fois, j'ai gagné plus un match et j'ai coulé au classement. D'accord. Et du coup, tu n'avais pas la possibilité. Tu t'es entraîné quand même pendant le Covid ou vraiment pas? Tu as vraiment. Ça en a Voilà, été. je faisais quelques footings, je faisais un peu de muscu à poids de corps, voilà des trucs. Je faisais de l'entretien, mais j'ai pas fait des trucs très difficiles. Quand j'avais pas envie, je le faisais pas, je me Ouais. forçais pas, j'avais pas une rigueur et une routine donc que tu as toute l'année. Voilà, même quand t'as pas envie durant l'année, tu vas quand même, tu sais que faut le faire. Alors que là, tu te disais bon bah je sais pas quand ça va reprendre, j'aurai forcément du temps, donc j'arrivais pas à me donner d'objectifs donc ah, je faisais des footings un petit peu, j'ai pas pris de poids, limite j'en ai perdu parce que j'avais perdu pas mal de muscles, mais non, je faisais le strict minimum. Et ça pendant les deux confinements ou le Non, premier? le premier, le deuxième, on pouvait s'entraîner. Le deuxième, on pouvait Ah oui, donc du coup, s'entraîner. ça a été. Nous, on avait une autorisation. Donc voilà, c'est différent. T'es avec ton coach, donc c'est pas pareil. Tu es plus impliqué, t'as plus ta routine. Donc tu le fais forcément. Alors que là, bah, t'es vraiment premier. On avait le droit à sortir, je sais plus combien, c'était 1 heure, je crois, il me semble, Ouais, ouais, se avec balader les autour, il fallait un dérogations. chien. Il Donc fallait un voilà. chien, sinon c'était pas possible. Donc voilà, tu faisais la dérogation pour aller faire un footing et c'était terminé. Et t'avais personne qui allait vérifier. J'avais pas de coach. Mon coach, il allait m'appeler. Il allait me dire alors, t'as fait le truc? Je dis ouais, ouais. Donc Ouais. t'inquiète pas. Et puis je lui disais non, là, j'ai pas envie. De toute façon, ça va durer 2 mois. C'est pas tranquille. Donc voilà, c'est différent. Là. Le deuxième, on avait le coach, on avait le droit à notre coach, on avait la salle de gym au CNE dans laquelle on pouvait aller. Donc c'était quand même différent. Là, je m'entraînais. Et toi, tu es d'originaire de Paris ou Ouais, d'ailleurs? je De suis Paris même. du Val-de-Marne, Saint-Maur-des-Fossés. D'accord. Voilà. D'accord. Pas Donc, mais maintenant, je suis à Boulogne, là où il y a quasiment tous les joueurs de tennis qui sont sur région parisienne. C'est plus d'accord. pratique. Et aujourd'hui, quels sont tes styles d'entraînement? Qu'est-ce que tu mets en pratique voilà, tous les jours ou tous les 2 jours? Je sais pas combien de fois par semaine. Une journée type,
voilà, moi je fais un tennis, un physique, plus ou moins long. Je fais pas deux tennis, un physique. Je préfère jouer une fois longtemps ou moins longtemps, ça dépend des jours et des périodes d'entraînement. Et un long physique aussi, voilà, voire deux physiques, ça dépend. Mais mes journées, elles sont basées comme ça, avec un peu de soin derrière. Et après, à l'entraînement, tu travailles un peu ce que tu as envie de faire. Donc, moi, c'est axé sur le jeu offensif. Essayer de frapper fort, de bien se placer, d'essayer d'aller vers l'avant. Ça, c'est tout ce que je mets en place sur le côté tennis. Et après, à l'entraînement physique, moi, je fais pas mal de muscu du bas, un peu de haut aussi, mais un peu moins que sur le bas. C'est vraiment là que je travaille le plus, c'est ça. C'est là où je me sens bien, quand je me sens solide sur le bas, c'est là où je me sens mieux sur le terrain. Et puis après, tu as forcément du travail cardio, du gainage, mais voilà, le plus gros de mon travail en physique, c'est la muscu du bas que je fais le plus. Et au niveau entraînement et staff que tu as autour de toi, tu as quoi? Tu as un entraîneur, tu as un préparateur mental, Ouais, physique? Qu'est-ce que... j'ai un entraîneur de tennis, un préparateur physique et un kiné. Voilà, j'ai pas de préparateur mental. J'en avais avant, en ce moment, enfin, sur la période là, j'en ressens pas pas le besoin. Voilà, je suis pas trop convaincu par ça. Je suis avec mon entraîneur de tennis et mon préparateur physique, voilà. Et après, sur quelques semaines, pour un peu alléger pour mon entraîneur de tennis, il y a un autre coach. Voilà, je suis dans la All-in Academy. Moi, j'ai un coach qui Tu es dans entraîne quoi, pardon? je suis à la All-in Academy, mais je suis basé à Paris. Il y a une partie qui est dans le sud et une autre à Lyon. Et pour alléger un peu mon entraîneur de tennis, pour pas qu'il voyage les 35 semaines dans l'année, il y a un coach du sud aussi de temps en temps qui vient avec moi pour compléter les quelques semaines où il peut pas venir. Mais voilà, mon staff, c'est ça. Donc, tu as à temps plein, tu as un préparateur physique, un kiné et un coach. Et ils te Bah, le suivent? kiné, il a son, non, 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 mon kiné, il a son cabinet, donc je vais voir le kiné, je vais le voir D'accord, oui, tu vas le voir à son régulièrement. cabinet. En tournoi, il y a les kinés de l'ATP qui sont là à chaque fois, donc voilà, je l'utilise cela en tournoi. Après, il y a mon entraîneur de tennis qui est quasiment, ouais, on peut dire, il est à temps plein avec moi parce qu'aujourd'hui, la cellule à Paris de l'académie a fermé. Il y a juste moi et mon entraîneur et moi qui sommes restés à Paris. Il entraîne une petite joueuse aussi de temps en temps quand il est à Paris, mais voilà, il se déplace pas avec elle en tournoi. Et mon préparateur physique, comme il y a la grosse structure qui va ouvrir à Lyon, lui, il a déménagé à Lyon. Donc, je le fais venir de temps en temps sur des semaines à Paris, par exemple l'hiver quand on fait la période foncière. Ou alors il vient aussi en tournoi de temps en temps. Et sinon, bah là par exemple cette semaine, il est pas avec moi à Paris, il m'envoie les séances. On s'appelle au téléphone. Voilà, je fais les séances seul. Maintenant avec le temps, je les connais. Je suis suffisamment intelligente Autonome. pour les faire et pas brader. Donc voilà. Sinon, de toute façon, c'est moi que je mets dans le dur si je les fais pas. Ouais. Donc voilà, c'est ça mon staff. D'accord. Donc, du coup, avec ton coach, c'est lui qui t'accompagne, on va dire, une grosse partie de tous tes tournois. Ouais, Sinon, tu en as un autre qui vient du sud et voilà, je lui, fais il complète. exactement. Voilà, je dois faire D'accord. 25 semaines, je pense, avec mon coach et 5 semaines avec un coach du Sud. Et il y a mon préparateur physique aussi qui fait aussi des semaines avec moi. D'accord. Et au niveau, quand tu étais, descendu, je sais pas, 800e, je crois que tu es redescendu à un moment, tu m'as dit Ouais, 650, ouais. 650. Là aussi, tu avais ton staff qui venait, enfin, ton coach qui venait avec toi ou du coup, tu ne pouvais pas forcément Euh, parce alors que à cette période-là, en fait, quand je suis redescendu, j'étais à la Fédé. J'ai quitté la Fédé. Bon, j'ai quitté, mais c'était pour couper court. Il m'aurait viré 2, 3 semaines après, je pense, vu que j'étais très lent au classement. Et donc c'est là où je suis rentré dans cette académie et au début j'ai voyagé pas, je faisais pas mal les futurs en France, donc voilà, ils m'accompagnaient de temps en temps un maximum et ils ont toujours été cool avec moi là-dessus. Ils ont toujours essayé de mettre quelqu'un pour que je parte pas seul en tournoi, même au début quand c'était peut-être un peu plus dur financièrement. Voilà, c'était avec Thierry Assion qui a créé l'académie avec son gars et ils ont toujours cru en moi, donc voilà, même quand c'était plus dur. Ils m'ont pas lâché, ils ont mis les moyens pour que je puisse revenir au classement. Donc ça c'était plutôt cool pour moi parce que ça n'a jamais été
je me suis jamais posé la question comment je vais faire pour payer ou quoi que ce soit. Ça a toujours été assez limpide et ça n'a jamais été une pression pour moi à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt cool. Ça Ah déjà ouais. en moins pour repartir, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que ça, c'est un petit peu le problème au niveau du tennis. C'est que si on n'est pas classé à un certain niveau, ben, de suite, ça Ouais, devient, si on veut son staff, si on veut un peu, on veut bien se ouais, nourrir, si c'est on veut clair. bien s'y, le trajet, on doit se le payer, les ci, les là, les hôtels, ben, ça devient vite une certaine somme, quoi. Et là, Ouais, ouais, c'est galère une quand tu es certaine. sur le circuit futur. Donc, c'est au-delà de la 280e place, 300e place mondiale. Tu galères, tu vis pas. Donc tout ce que tu gagnes, soit t'en sers pour vivre, soit tu t'en sers pour faire un peu le compte, si, ça arrive aussi, et soit tu t'en sers pour remettre dans ton staff. Essayer de le faire un maximum. Voilà, c'est pas simple. C'est pas simple aussi à accepter. À se dire bon bah tout ce que je gagne, je le réinvestis tout de suite. Mais je pense que aujourd'hui, il n'y a pas le choix si tu veux progresser et monter au classement. Si tu regardes, bon, bah, tous les mecs, forcément, c'est plus simple dans les sports, mais tout le monde a un gros staff. Et maintenant, tous les mecs dans les challengers, ils voyagent avec un entraîneur tout le temps. Donc forcément, les joueurs sont plus performants. Donc aujourd'hui, t'as pas le choix. C'est un investissement, mais c'est comme quand tu fais une grande école, bah c'est pas gratuit. Donc euh, donc faut se dire que c'est la même chose. Les futurs, c'est un peu les grandes écoles avant d'intégrer les challengers et gagner un peu plus d'argent. Donc c'est forcément un investissement. Et voilà, après, quand tu te lances, tu le sais aussi que ça va te coûter cher au début. Donc, faut avoir, toi, t'es jeune, t'as des sponsors, ou t'as tes parents qui t'aident, ou t'as la Fédé. Soit tu varies entre le circuit international, les matchs par équipe en France, en Allemagne, en Italie, quelques tournois à CNGT. En France, on a la chance d'avoir des tournois nationaux avec pas mal d'argent. Donc si tu arrives à faire un mix, tu peux quand même essayer de te financer une petite partie de la saison. Alors tu voyageras pas toutes les semaines avec ton coach, mais tu auras au moins un staff là où tu vis pour t'entraîner et tu peux essayer de le faire venir, aller peut-être 8 à 10 semaines, voilà, en essayant de faire des économies par-ci par-là. Voilà, pour moi c'est obligatoire d'essayer de faire comme ça parce que voilà, quand tu vas plus haut, les mecs sont tous staffés et forcément ça augmente la performance. Donc t'as pas trop le choix malheureusement aujourd'hui. D'accord. Et combien ça coûte une saison de tennis pour un tennisman réellement? Une Si saison, les si deux. tu veux avoir une vraie structure avec des déplacements en tournoi, tu mets les frais de déplacement pour toi, ton coach et tout, t'en es Voilà. en challenger, t'es à peu près sur une fourchette, allez, je vais dire assez basse, 80 000 euros, 75 000 euros, quelque chose comme ça. Plus tu montes, plus ça te coûte cher parce que bah, forcément, en futur, souvent, ce qu'il y a de bien, c'est que tu fais 3 semaines au même endroit, dans des resorts, ça coûte pas forcément super cher. Et puis tu montes au classement, plus tu es obligé de voyager, de prendre des vols entre chaque semaine, entre chaque tournoi. Les hôtels coûtent plus cher. Donc je dirais voilà, si tu as une vraie structure, entre 50 et 80 000 euros D'accord. l'année, tout frais, tout compris. Compris. Et plus tu montes, bah, tu dépasses vite. Quand tu vas en Australie, si tu vas avec un coach et tout, tu dépasses vite les 100 000. Hein. Quand tu es dans Ouais, les ouais. 100, la saison, elle coûte plus que 100 000 facile. Et à partir de quel plancher on commence à justement avoir un ratio positif au niveau dépenses et Ouais, les gains? alors c'est toujours pareil. Tout dépend de ta structure déjà. Déjà, si tu arrives à être tableau dans les 4 grands chelems, donc être 100 dans les 100, là tu gagnes pas mal d'argent parce qu'il y a beaucoup d'argent en grand chelem. Ça veut dire que tu as bien joué aussi sur certains tournois, donc tu commences à gagner beaucoup d'argent. Au-delà, tu gagnes de l'argent. Je dirais que ouais, maintenant, aujourd'hui, dans les 200, 220, voilà, allez, 240, quand tu commences à être en qualif de grand chelem, tu peux essayer de mettre un peu d'argent de côté. Après, si tu prends un gros staff, c'est sûr que non, pour le coup, tu mettras pas forcément de l'argent de côté, mais tu pourras te payer un staff. Voilà, donc après, c'est à toi de voir ce que tu veux, ce que tu veux faire. Si tu préfères être moins accompagné, et mettre de l'argent de côté, voilà, bien vivre, ou alors tu préfères tout investir dans ta structure. Mais aujourd'hui, quand tu es
120, 130, tu gagnes de l'argent et au-delà, en bourse facile. Voilà. Il faut être vraiment le barème, c'est d'être dans les qualis des grands chelems. En grand chelem, tu commences à avoir beaucoup d'argent. T'es pas à l'abri de te qualifier une fois et de prendre un 60 000 d'un coup ou faire qualifier passer un tour, prendre 100 000. Donc ça fait du bien. Donc si tu arrives à jouer les 4 grands chelems dans l'année déjà en étant en qualif, 4 fois 20 000 généralement. Forcément, si tu as ce classement, il y a des semaines où tu joues bien, plus les matchs par équipe, t'es mieux payé. Voilà, donc tu commences allez, on va dire, on va bloquer à 200, 220 où tu commences à gagner un peu d'argent. D'accord. Donc, en gros, un grand chelem, quand tu passes au qualif, c'est 20 000 le ticket. Puis après, si tu Quand tu sors fais, dans les qualifs, ouais, tu sors en au général tableau, maintenant tu perds au premier tour des qualifs, tu prends 20 000. Ça doit être 20, 30, 40, voilà les 3 tours. Et si tu arrives dans le tableau, c'est ouais 60 000 euros à peu près ou 60 000 dollars que tu prends au premier tour. Après, il faut rajouter les taxes, les frais, tout ça quoi. bien sûr, ouais. Mais grosso modo, c'est ça. Donc 4 fois dans l'année, si tu arrives à les faire, si tu arrives à faire un petit résultat, c'est pas mal. Ça te fait du bien pour l'année. Ouais, ouais, c'est clair que c'est pas mal. Ouais. Ouais. Et un gagnant de grand chelem, il gagne combien? Bah, j'ai pas exactement en tête, mais ça doit être 2 millions et demi, 3 millions, quelque chose comme ça. D'accord. Hors bonus. Après, il prend des bonus en plus avec ses sponsors, forcément. Donc, si tu gagnes en chelem, je pense que tu arrives à 5, 6, 7 millions facile. Plus ce qui va découler par la suite, les garanties sur les tournois. Bon, bon, bon. Ah, ça fait Donc, plaisir, là. après, voilà, après, t'as gagné un grand chelem. Tu l'as mérité, hein. C'est clair, Ouais, ça a l'air. il y en a très peu qui le gagnent. Alors, c'est incomparable avec le foot, forcément. On n'a pas la même, pas le même monde qui joue, il n'y a pas les mêmes sponsors, mais voilà, un vainqueur de Grand Chelem, c'est un salaire pendant l'année, c'est un joueur du PSG, quoi. Alors que ça arrive, bon bah sur les 30 dernières années, t'en as pas beaucoup qui ont gagné les Grands Chelems. Ouais, ouais, il y a quasiment que les Après, mêmes. c'est incomparable. Tout à l'heure, tu nous as parlé que tu t'es un peu blessé. Qu'est-ce que tu t'es fait? Moi, j'avais eu en fait le fait de pas avoir du tout joué au confinement. En reprenant, au bout de 15 jours, j'avais super mal à la main et on a mis du temps à trouver pourquoi. J'avais un espèce d'excroissance osseuse qui s'est créée au milieu de la main et donc dès que je tapais, voilà, dès que je boisais un peu au retour, j'avais hyper mal à la main. Donc pendant 1 an et demi, 2 ans, on n'a pas réussi à le régler. Donc je jouais pas à fond aussi, ce qui a fait C'est pas Call of Duty ouais. quand même ou... Non, j'y ai joué un peu, mais il y en a qui, mon coach, mon père, il me dit que c'est ça, ma copine aussi. Le médecin, il dit que non. Donc, je vais écouter l'avis du du mec qui a médecin. fait des années d'études et voilà. Et continue à jouer Call Euh, of. voilà, maintenant ça va mieux. Mais on a mis du temps à régler ça. On trouvait pas les infiltrations, ça faisait pas grand-chose. Il y avait la possibilité d'opérer, mais si je opérais, c'était pas sûr de retrouver les fonctionnalités Ouais, totales ça fait peur. enfin, de la main pour jouer au tennis. Donc voilà. Donc finalement, j'ai fait un PRP et j'ai changé un peu, j'ai changé la matière de mon grip et la forme de mon grip. Et depuis, zéro douleur quand je joue. Donc voilà, j'ai un peu mal dans la vie de tous les jours de temps en temps, mais quand je joue au tennis, j'ai plus aucune douleur. Donc ça a bien réglé. Et une fois que j'ai pu régler ça, j'ai pu repartir à fond aussi à l'entraînement. Ça m'a redonné confiance et je me suis dit, bon, bah là, c'est bon, je peux repartir. Et c'est de là aussi où je suis remonté au classement par la suite. Et au niveau des autres zones où normalement un tennisman a, on va dire, des difficultés, les genoux, l'épaule, Non, j'ai jamais eu de ça gros va. bobos en général. Je me suis voilà pété un petit peu. Je me suis déjà pété une fois le psoas. Je me suis pété le mollet il y a 2 ans. Allez, les abdos comme quasiment tous les joueurs de tennis aussi, ça m'est arrivé de me les faire. Mais voilà, on va dire depuis que j'ai 18 ans, j'ai jamais eu de gros pépins qui m'ont arrêté très longtemps. Ça a été maximum une déchirure qui m'a pris voilà peut-être la plus grosse, 6 semaines d'arrêt. Mais voilà, c'est tout. Je touche du bois. Ça, j'ai pas eu plus grave pour Ouais, le ouais. moment. Et le PRP, tu le conseilles du coup, parce que je dois le faire moi pour les deux genoux et l'épaule droite. Du coup, t'as pas Si je d'avis pouvais dessus? passer outre ça, alors ça dépend vraiment apparemment de ce qu'on m'a dit dans des zones où on le fait.
J'ai eu super mal sur le moment. J'avais pas envie de te mettre la pression. Merci Mais beaucoup. genre, je suis sorti du truc, j'étais à deux doigts de m'évanouir, quoi. J'étais en Non. sueur alors que c'était l'hiver, il faisait 2 degrés, je transpirais et tout. Mais c'est quoi? Je suis C'est juste resté une seringue, 20. non? On Et en t'injecte fait, juste ils te prennent du sang, du sang, ils le mettent centrifuge, dans la centrifugeuse et ils te remettent juste, je sais plus si c'est les les globules blancs plaquettes, ou un ça va, truc les comme globules ça. blancs. Ouais, voilà, ils te remettent ça. Et moi, sur le moment, dans la main, alors c'était, voilà, c'était juste ici. Donc ça, je sais pas si c'est assez fin, c'est parce que c'est fin ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'on me mettait du plomb dans la main et j'étais pas bien, quoi. Et genre un peu, je devenais Wolverine, quoi. Oh merde. Mais après, genre j'ai un pote qui l'a fait au genou. Pour le coup, un an après, je lui ai dit putain, fais gaffe, n'y va pas seul. Fais-toi raccompagner après quand tu rentres parce que si t'es pas bien, voilà, on sait jamais. Et lui il m'a dit j'ai rien eu, pas eu mal du tout. Donc ça dépend vraiment de tes zones aussi, si tu le fais sur un tendon ou pas. Donc, Et ça mais l'a pour le coup, moi soulagé? ça, ouais, ça, oui, lui ça l'a soulagé. Là ça va mieux, ça va beaucoup mieux. D'accord. Oh, c'est bien. Après, ça dépend vraiment, je crois, du corps, comment il réagit aussi, hein. On réagit Ah ouais, ouais. pas tous pareil, donc voilà, bonne chance à toi. Ouais, non, je dois le faire aussi et on m'en a parlé, donc j'ai pris Après, rendez-vous. j'ai eu mal, pour le coup, j'ai eu mal sur le moment, la soirée, et 2 jours après, j'avais plus mal, hein, donc ça allait, c'est un peu engourdi, mais voilà, rien de plus. D'accord. Bon, ça va, ça va. Et donc, du coup, au niveau donc, de ton parcours, qu'est-ce que les gens ne savent pas sur toi? Moi, j'ai fait mon parcours jusqu'à mes 15 ans, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au collège chez moi. Ma troisième, je suis quand même allé dans un collège à horaire aménagé pour m'entraîner un petit peu plus, parce que je savais pas encore trop ce que je voulais faire. Donc, si je voulais être joueur de tennis professionnel, donc j'ai pas voulu aller dans un pôle France. Voilà, j'étais bien chez moi, donc tranquille à la maison. Je m'entraînais après les cours. Voilà, en troisième, on a essayé de professionnaliser ça un petit peu plus, où je finissais à 13h, je m'entraînais un peu plus l'après-midi. Et par contre, après, j'ai pu aller à l'INSEP. Moi, j'habitais pas loin de l'INSEP. Voilà, je suis de Saint-Maur, c'est à Vincennes, donc c'était à 10 minutes. Donc là, je me suis dit quand même, c'est pas le niveau pour aller à l'INSEP, c'est les meilleurs Français, t'es un peu plus vieux, donc allez, vas-y, on y va. Et à partir de là, j'ai voulu être, je me suis dit bon bah, j'ai envie d'être pro, quoi. Donc tu t'entraînes avec les meilleurs des différentes catégories d'âge. Donc j'ai fait mon bac, enfin mes années de lycée à l'INSEP, j'ai passé mon bac là-bas. Et après, je me suis lancé sur le circuit. Moi, j'ai un peu tout fait, donc j'ai fait d'abord chez moi, ensuite fédé avec l'INSEP, ensuite je suis parti dans le privé avec un entraîneur tout seul dans le privé pendant un an et demi. Donc ça me coûtait cher, je gagnais pas de mal. Donc finalement après, voilà, j'ai fait une petite académie. C'était un peu mieux parce que c'était pas cher du tout. Mais j'ai eu la possibilité de réintégrer la Fédé au CNE pour le coup, voilà, où ça coûte vraiment pas cher et au top dans les conditions. Donc j'ai intégré la Fédé, c'est là où je suis monté 180. Donc c'était pas mal, mais voilà, ça me convenait pas. C'est un truc de groupe. Encore une fois, voilà, je suis plus un peu solitaire à ce niveau-là pour m'entraîner et tout. Donc j'ai un peu coulé au classement et après j'ai intégré l'académie, mais avec un fonctionnement un peu solitaire quand même. Donc voilà, maintenant ça fait 6 ans que je suis dans cette académie, mais toujours en étant voilà, je choisis avec qui je veux m'entraîner. Alors que bon, à la Fédé, on te met plutôt voilà, on te dit bah tu vas t'entraîner avec ce coach-là, si t'es pas le meilleur avec beaucoup d'avance, tu peux pas choisir. Donc voilà, là maintenant, c'est moi qui décide voilà, de tout, de ce que je veux faire, de ma structure. Donc, euh, donc voilà, depuis voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je sais pas si tu as des questions, dis-moi. Je Et, sais pas euh, ce que je peux dire de plus. et quand tu disais que tu as redescendu, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à avoir le déclic de repartir comment dire, ton état d'esprit à refait, comme tu dis, que tu as un jeu offensif, si tu n'as pas un état d'esprit de gagnant et que tu es un peu en mode pas sûr de toi, enfin, pas être un vrai battant, tu vas te retrouver à être derrière, à défendre et pas vraiment à jouer ton jeu offensif. Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a été le déclic où tu as repris confiance en toi et tu t'es dit, allez, je repousse vers l'avant, quoi. Alors, bah déjà, j'ai choisi ma structure. Ça faisait longtemps. Voilà, comme je le disais, à FED, c'était pas le cas. J'ai choisi l'entraîneur avec qui je voulais m'entraîner. J'ai intégré cette académie aussi parce que j'ai eu un très bon feeling avec Thierry, qui est le boss de l'académie. Et il y avait un entraîneur que j'avais eu juste avant d'aller à la Fédé,
qui a intégré cette académie, c'était Mathieu Rodriguez à l'époque, donc je m'entendais très bien avec lui. C'était un bon entraîneur, mais aussi presque un ami. Donc voilà, enfin oui, c'est un ami. C'était pas, on va pas dire pote parce que tu mets toujours des barrières un peu avec ton coach quand même. Il en faut un petit peu, mais voilà, c'était un ami et j'avais envie de m'entraîner avec lui, de voyager avec quelqu'un avec qui j'avais envie de voyager parce que finalement tu passes énormément de temps en tournant avec ton coach, donc faut que tu t'entendes bien aussi en dehors du terrain avec. Donc voilà, déjà le fait de pouvoir choisir ma structure, choisir avec qui je m'entraîne, ça m'enlevait d'un poids. Et après, voilà, je suis avec mes coachs, parce qu'ils étaient plusieurs à l'époque là-bas, on partageait à trois. Voilà, il y avait Marc Jiquel, Nicolas Copin, avec qui je suis toujours aujourd'hui, et Mathieu Rodriguez. Je savais qu'ils avaient tous confiance en moi et voilà, ils mettaient pas du tout de pression de résultat. On se donnait du temps. On s'était dit bon bah là, on teste. Moi, je m'étais donné, allez, j'étais reparti pour 2 ans. Et je m'étais dit, au bout des 2 ans où j'en suis, et on fait le point à ce moment-là, et eux, ils étaient sur la même longueur d'onde. Ils m'ont dit, vas-y, pas de souci, tu t'entraînes à fond tous les jours. On se prend pas la tête sur les résultats, enfin, t'as du temps, te prends pas le chou, et voilà. Donc, le fait de repartir comme ça, sereinement, j'étais plus tranquille à l'entraînement, j'étais plus tranquille pour essayer des choses aussi à l'entraînement, pour me dire, bon, bah, même si ça marche pas aujourd'hui, ça va marcher dans 6 mois, c'est pas très grave. Si tu te laisses du temps, c'est plus facile de progresser parce que tu acceptes plus facilement d'essayer des changements, et de revenir en arrière si ça ne marche pas pour en faire un autre. Alors que si tu te dis, je veux performer dans 3 mois, bah, tu peux pas changer un truc technique, tactique, c'est trop court, donc tu le fais pas forcément. Donc tu progresses pas et voilà, là je m'étais laissé du temps et c'est le fait de m'être laissé du temps et de choisir ma structure qui a fait que ça m'a redonné confiance et que j'ai pu repartir vers l'avant. D'accord, donc l'environnement, c'est vraiment essentiel pour Ouais, l'environnement, la confiance avec ton staff pour vraiment que sauf si là-haut, t'es ça soit… voilà, sauf si t'es ultra talentueux et que t'es sûr d'être prédestiné à être un champion et là tu te dis bon bah je pense qu'un Federer avec n'importe qui il serait arrivé peut-être pas avec autant de titres que là où il en est que ce qu'il a eu mais voilà il serait arrivé tout là-haut quand même donc voilà hormis le fait d'être un joueur comme ça ouais c'est une bonne partie, c'est 75% du travail d'avoir une bonne structure, un bon entourage. D'accord. Et qu'est-ce que c'est le quotidien d'un joueur de tennis professionnel? Qu'est-ce que c'est une semaine type? Il y a différentes choses. Il y a la semaine type en période d'entraînement où là tu t'entraînes plus, tu fais 3-4 heures de tennis par jour, tu vas te faire 2 heures, 2 heures et demie de physique, des soins derrière. Voilà, les journées sont assez longues. Il y a la semaine, ça tu fais ça tous les jours, allez, on va dire 6 jours sur 7. Voilà, tu prends le dimanche de repos, le samedi peut-être un peu plus léger. Voilà, grosso modo, ça c'est les semaines d'entraînement. Les périodes hivernales, la période un peu avant la terre battue et la période un petit peu, voilà, peut-être une semaine l'été après Wimbledon avant de repartir sur la tournée américaine sur dur. Et après, tu as les périodes, les journées en tournoi. Donc, quand t'as pas match, si t'es juste avant un match, la veille d'un match, souvent tu joues 1 heure, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie maximum. Tu fais un petit peu de physique, de la vitesse. Voilà, la vitesse, t'en fais pas énorme forcément la veille d'un match. Ça dure une demi-heure, 3 quarts d'heure maximum. Voilà, tu fais ça à des soins. Jour de match, tu fais ton petit échauffement physique. Ça dure plus ou moins longtemps en fonction des joueurs. Il y en a qui aiment bien faire 1 heure physique avant. L'échauffement tennistique qui dure, là pour le coup, c'est quasiment pareil pour tout le monde. C'est une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et après, tu fais ton match. Et tu as aussi voilà les journées entre les tournois où c'est pas une journée comme l'hiver, donc tu vas pas jouer 4 heures et faire 3 heures de physique, tu vas jouer un peu moins, donc ça peut être 2 heures, 2 heures et demie de tennis et un bon physique aussi. Donc voilà, tu as vraiment trois styles de période, la période d'entraînement où là tu tires un peu sur la machine, la période entre les tournois et les journées entre tournois. D'accord. Une Et adaptation perpétuelle. ouais, c'est vraiment trois moods complètement différents parce que y a pas Différent ça demande pas la même chose au niveau du planning à côté, quoi.
ouais, voilà, t'as pas forcément le temps de faire tout le temps la même chose, donc tu t'adaptes tout le temps en fonction de tes résultats en tournoi aussi. Et au niveau de ta vie personnelle, est-ce que c'est compliqué d'alterner, on va dire, professionnel, personnel? Parce que tu pars souvent en tournoi, tu pars loin. Est-ce que c'est difficile d'avoir une vie au quotidien? Non, parce que moi, bon bah, je fais ça depuis tout petit, donc déjà dès le circuit junior, tu voyages, c'est comme un petit circuit pro, mais pour les juniors, donc tu voyages déjà toute l'année. Donc moi, je suis habitué, ça va faire 15 ans que je fais ça. Donc voilà, et maintenant je suis avec ma copine depuis ça fait 7 ans, donc elle savait à la base que voilà, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit je suis leur tennis, je voyage tout le temps, donc voilà, elle a accepté. Elle est kiné aussi, donc elle peut partir de temps en temps avec moi en tournoi. Moi, je joue beaucoup quand même les tournois en France. J'aime beaucoup voilà ces conditions-là, c'est là où je joue le mieux, donc elle peut venir les week-ends. Et voilà, donc non, on est bien rodé maintenant. Ouais, c'est assez tranquille. Après, je peux comprendre que c'est pas facile, surtout si tu rencontres quelqu'un qui connaît rien du tout au tennis et qui doit partir tout le temps 3 semaines, puis revenir une semaine, puis repartir 3 semaines. Au début, c'est pas facile. Après, voilà, on sait pourquoi on fait ça. Quand on rencontre quelqu'un, faut pas lui mentir. Tu lui expliques dès le début et après, elle accepte ou pas. Voilà, Ouais, ouais. c'est ça le truc. Et c'est ta première supportrice, j'espère. Voilà, forcément, c'est la première supportrice. C'est elle aussi qui me tire vers le haut à chaque fois dans les deux périodes où je suis un peu, où j'ai un peu coulé au classement. Voilà, c'est elle qui m'a dit de pas lâcher non plus. Alors que moi, j'aurais pu, peut-être si j'avais été tout seul, je sais pas, j'aurais peut-être fait autre chose. Donc voilà, c'est ma première supportrice et mon premier soutien. Bon. Et selon toi, qu'est-ce qui fait la différence? Le physique, la technique, le mental? Qu'est-ce qui fait la différence entre un Euh, joueur normal et un joueur de haut niveau? alors entre un joueur normal, on va dire, bah, c'est beaucoup le tennis, la tactique, le physique, je trouve. Et après, entre un joueur de haut niveau et un joueur de très haut niveau, bah là, c'est très peu de choses. C'est un tout petit peu tennistiquement. On fait tout il y en a qui font tout un peu mieux. Physiquement aussi, ils sont peut-être plus forts. Voilà, si tu compares un mec dans les 10 à un mec de mon classement ou centième ou de 150e, ils servent un peu plus fort, ils sont plus précis dans toutes leurs zones, au service, dans le jeu du fond de cours. Ils sont un peu meilleurs physiquement aussi. Donc voilà, après, c'est des infimes changements qui font une énorme différence. Et il y a l'aspect mental aussi, ils ont plus confiance en eux. Donc voilà, s'il y a une balle de break à sauver, toi, tu vas peut-être jouer un peu au petit bras. Ils vont y aller à fond, ils sont sûrs de leur force. Voilà, donc je dirais que à chaque niveau, un infime truc un peu supérieur, que ce soit tennistique, physiquement ou mental, fait une énorme différence après sur ton niveau de jeu global. D'accord, d'accord. Et quand tu voyages beaucoup, vu que tu voyages, tu as voyagé dans le monde entier, est-ce que tu as déjà rêvé de vivre ailleurs ou tu t'es toujours dit, je reste en France? Ouais, non, je suis bien, moi je suis bien ancré à Paris, je suis un bon Parisien, donc je suis toujours content de revenir. J'ai du mal à faire je fais jamais des très longues tournées de 5 6 semaines. Voilà, ça arrive. Il y a pas mal de joueurs qui font ça. Ceux qui sont obligés, c'est les Australiens, les Sud-Américains qui partent souvent un mois et demi, 2 mois, voilà, du fait de leur localisation et de celle des tournois. Mais moi, je suis toujours, au bout d'un moment, j'ai besoin de rentrer à la maison à Paris. Donc, je suis très content d'être là. Et s'il y a un pays où je dois te dire, c'est quand tu vas en début d'année en Australie, t'es tellement content d'aller là-bas, peut-être parce qu'il fait pas beau ici, donc là, tu sais que tu vas avoir le soleil, mais la vie est tellement cool là-bas. Souvent, on a l'habitude de dire qu'il y a un pays où on aimerait vivre ailleurs, c'est en Australie. Voilà, c'est une tournée qui est top et on s'y sent toujours bien. Les gens, ils sont cool, ils sont sportifs là-bas. Donc c'est un moment de l'année qu'on aime. Franchement, tous les joueurs aiment ces moments-là. D'accord. Et sinon, donc maintenant, on va hors sujet complètement. Est-ce que tu es une sorte de personne qui investit à côté ou tu investis pas, tu es concentré que sur ton tennis ou tu as un peu investi quand même au fil de ces années? Ouais, j'ai un petit peu investi dans l'immobilier. Voilà, maintenant dans
dans un tournoi ATP aussi, un tout petit peu aussi. Voilà, Comment ça, dans un tournoi ATP? Qu'est-ce que tu as par exemple? j'ai des petites parts dans un tournoi ATP D'accord. Je savais pas à qu'on Metz pouvait. aussi, avec voilà, la All-in, ils ont 3 tournois et moi j'ai une toute petite part à Metz, donc voilà, ça me permet un petit peu de voir ce qui se passe ailleurs, d'apprendre un peu les choses et de pas de voir que du côté du joueur tennis, mais aussi de voir ce qui se passe côté organisation, ce qui m'intéresse aussi beaucoup. Voilà, j'ai ça. J'ai un projet, je suis dans un projet d'NFT aussi autour du tennis, donc voilà, j'essaie de toucher un peu à droite à gauche. Vous allez le lancer au Parce prochain que Bull sinon, Run. voilà, sinon, sinon on s'ennuie un peu, on s'ennuie beaucoup en tournoi. Il y a beaucoup de temps mort, donc faut s'occuper. Ouais, c'est ce que Jonathan m'a dit qu'en tournoi, il avait du temps libre malgré tout. Ouais, ouais, Donc, ouais. ouais, il faut savoir un peu, pas forcément perdre le focus, mais Non, aussi mais occuper. Sinon, on fait que perdre du voilà. temps, Bon, quoi. après, on a la chance, en tant que, il y a beaucoup de Français, donc on voyage, on est toujours allez, au minimum 5-6 Français sur un tournoi, donc tu passes beaucoup de temps ensemble et tu joues aux cartes, tu fais des trucs, donc ça va, on s'ennuie pas non plus, hein, ça va. Et à côté, quels sont tes hobbies? Mes hobbies, bon, j'aime le sport, donc je regarde pas mal le sport, je suis supporter du PSG, donc voilà, déjà, je regarde ça, et après, des trucs classiques, je reste sur le sport, je fais des fives de temps en temps, même si je suis pas bon, je joue au paddle. Et après, bon, les trucs classiques, les petites sorties en ville, ciné, quelques restos. Et voilà, après, quand c'est les semaines d'entraînement, t'es un peu rôti. Donc souvent, quand t'as fini l'entraînement, tu restes à la maison, tu récupères. Et est-ce que t'as déjà joué contre, par exemple, un Federer, un Nadal, un Djoko? Non, j'ai jamais joué. Je me suis entraîné avec Murray une fois, mais j'ai jamais joué à Nadal, Federer, Djoko malheureusement, ni à l'entraînement, ni en match. J'aurais bien aimé, hein, mais voilà, c'est pas encore fini pour Djoko et Nadal, ça peut se produire, mais malheureusement Roger, ça n'arrivera plus. Et ouais, au prochain gros tournoi, au, au Grand Voilà. Chelem à Il Paris. faut essayer de les jouer hein, le plus loin possible dans le tournoi, c'est mieux. Voilà, si vous pouvez les éviter au premier tour, ça serait pas mal quand même. Et ouais, ouais, c'est clair. Pareil que avec Jonathan, on parlait, il disait que des trois, c'était Nadal qui avait la plus lourde au niveau de frappe. Il avait une intensité Ouais, dans la pareil. puissance Il et paraît. c'était Mais je assez. pense que je préfère jouer Nadal que Djoko Ah à l'heure ouais, actuelle. Alors, ouais, bah, Djoko, il il est, marche sur tout le monde. ouais, il est incroyable. Donc voilà. On dit toujours qu'il vaut mieux les jouer d'entrée de tournoi, mais parce qu'ils sont toujours un peu plus prenables. Voilà, qu'en fin de tournoi où forcément ils jouent leur meilleur tennis à chaque fois. Puis les jouer en fin de tournoi, c'est quand même bon signe aussi. Ça veut dire Ouais, que t'as c'est que été tu es allé loin. loin. Je préfère les jouer en fin de tournoi. Et aujourd'hui, là, donc, là tu es à ton meilleur classement, c'est ça? Tu es 58e? Ouais, depuis lundi, je dois être 60, j'ai pas regardé, mais voilà, je suis aux Bon, alentours ça de mon varie, meilleur quoi. classement. Ça varie toutes les semaines. Ouais. Et du coup, tu dois être content. Ça doit être Ouais, forcément, c'est une cool. certaine Je joue validation. des meilleurs tournois. Voilà, là, je pars aux États-Unis faire la tournée américaine Indian Wells Miami. Donc, malheureusement, Miami, j'ai failli jouer, mais on est rentré. Ça a été annulé la veille du Covid, donc on est rentré la veille du tournoi. Donc, on était tous sur place. Donc, je sais comment c'est sur place, c'est top. Donc, voilà, je suis très content de les jouer. Pour la première fois, je vais pouvoir découvrir plein de nouveaux tournois. Donc c'est cool. Ah, ben ouais, c'est. Et du coup, quelle est la phase la plus difficile selon toi? Quand tu as été vraiment en haut, en bas du classement à 600e et remonté, ou à partir de maintenant, tu es passé de 150 à 60e, 58e? Euh, Ça n'a rien à voir. Le truc qui est difficile quand tu passes de futur à challenger, c'est que moi j'avais du mal parce que c'est des conditions pourries et mon style de jeu fait que je joue mieux quand même dans des bonnes conditions. Est-ce que Voilà, c'est conditions pourries et bonnes conditions? les terrains sont pourris, il y a plein de fourbons, même si c'est des terrains durs. Tu joues devant 3 personnes, les balles d'entraînement c'est pourri, tu partages tout le temps tes terrains d'entraînement. C'est la guerre les futurs, donc voilà, j'ai toujours eu du mal à bien jouer. J'ai toujours bien joué que sur les tournois en France qui ont un petit standing, qui sont toujours un peu mieux que les autres ailleurs.
Donc j'ai eu pas mal de difficultés à passer ce cap-là. Après, quand tu arrives sur le circuit Challenger, c'est quand même des tournois qui ont un cahier des charges défini. Donc, c'est toujours voilà, tu sais que tu as un minimum de standing. Tu as tout le temps, tous les jours, tu as au moins une boîte de balles neuve pour aller t'entraîner, que tu jamais en futur. Franchement, en futur, tu t'entraînes avec les balles du chien. Donc, pour progresser, c'est pas facile. Pour avoir des bonnes sensations, c'est pas facile non plus. Ah Mais ouais. c'est vraiment des balles, même ton chien, t'as pas envie de lui donner, donc généralement. Donc c'est assez la misère pour ça. Donc quand tu arrives en challenger, déjà tu as l'impression d'être plus un vrai joueur de tennis, un peu plus voilà, t'es un peu plus considéré. Tu peux jouer des joueurs qui sont dans les 100 en challenger, donc tu as des bons matchs. Comme tu joues des bons joueurs, tu progresses plus vite. Donc je trouve que tu progresses plus vite quand tu es en challenger quand même. Mais ça reste super dur de passer le cap parce que il faut énormément de points ATP pour passer dans les 100. Donc faut être, on va dire, beaucoup plus régulier que sur le circuit d'avant pour essayer de passer le cap. Euh, donc voilà, chaque circuit a sa difficulté. Moi, j'ai eu plus de mal à passer des futurs au challenger que de passer des challengers au circuit ATP. D'accord. Et là, maintenant, tu vises quelle place? Tu as une idée ou tu t'en fous? Bon, je vise pas de place. J'ai arrêté ça. Je faisais ça quand j'étais jeune. Je me disais, je vais être top 200, top 150, etc. Je vise pas de place. J'essaie de bien jouer chaque semaine. Je me prends pas le chou avec le classement. J'essaie de progresser à l'entraînement et d'essayer de mettre en place ce que j'ai mis à l'entraînement en match et voir si ça marche. Et après, voilà, le classement il suit par lui-même. Si tu fais toutes les choses dans le bon ordre et que tu le fais bien, le classement il suit. Voilà, je me focalise pas là-dessus. J'ai plutôt envie d'essayer de gagner un grand prix, voilà, de gagner des tournois, d'essayer de bien jouer un maximum de semaines dans l'année, et que de me dire, faut absolument que je sois top 50 ou top 30. Voilà, ça serait une super chose si j'y arrive, et bien sûr que je le prendrai. Hein, je prendrai n'importe quel classement, mais je pense pas du tout à ça. Ça, d'accord. Et juste, il y a un truc que je voulais savoir parce que mon rêve, moi, du coup, tu en as parlé, mais mon rêve, c'est de vivre en Australie et à Brisbane exactement. Ok. Et je voulais savoir, quand tu es allé là-bas, tu as bougé un petit peu dans l'Australie ou tu es resté vraiment pur Non, sur les tournois, on n'a pas trop le temps. Quand t'arrives, t'es avant le tournoi, donc tu finis ta période foncière, donc tu prends des sensations aussi dehors, donc tu t'entraînes pas mal. Et comme il fait très chaud, t'es un peu rincé, donc tu visites un petit peu la ville, quoi. Mais voilà, cette année, j'ai fait Adélaïde, j'étais à Auckland entre les deux, et après à Melbourne. Donc j'ai pas bougé. Et une fois que tu perds et que tu finis à Melbourne, le soir ou le lendemain, t'es dans le vol retour parce que à la semaine d'après, t'as un tournoi, donc faut que tu récupères du décalage. Donc t'as pas trop le temps, quoi. Faut essayer de jamais venir un peu plus tôt pour essayer de en visiter un peu, profiter. mais tu restes toujours dans l'endroit du tournoi. D'accord. Et donc, ouais, non, ma question, alors du coup, c'était un peu plus. C'était parce que du coup, avec ma chérie et ma fille, on a fait 3 mois au Brésil. Là, on était à 3 mois au Ok. Brésil, début 2022. Et j'étais parti avec ma raquette, mon petit pack de balles. Je me suis dit, allez, Ouais. déterre, je vais continuer le tennis. Et là-bas, il n'y a pas de terrain de tennis. On va dire, Ah ouais. en fait, c'est vraiment les terrains de tennis, on les aura que dans ils appellent ça les clubhouse, en fait, où il y a Ouais. piscine, tennis, il y a tout. Sauf qu'il Ouais, faut des être country adhérent à club. l'année, les country clubs, exactement. Mm. Et en fait, il faut être adhérent à l'année. Et le Ouais, truc, c'est que bon, ça ça coûte une coûte une blinde, je ne vais pas tonne. payer pour un Ouais. jour. Non, en Australie, c'est pas du tout comme ça. T'as plein de terrains partout. Ils sont hyper sportifs. Ils adorent ça. Ils adorent le tennis. Euh, Franchement, t'as des terrains partout. T'as des clubs municipaux. Ouais, dans le peu de villes que j'ai fait, hein, c'est comme ça. Je sais qu'il y a des Français qui sont partis aussi là-bas en mode van. On fait tous les petits tournois de la région, du coin. Voilà, c'est hyper accessible. Il y a plein de clubs de tennis et comme ils ont beaucoup d'espace, il y a plein de terrains. C'est pas des clubs comme nous on a, voilà, en région parisienne où t'as parfois que trois, allez, c'est un gros club, quatre terrains, quoi. Là, Non, t'as des clubs, t'as 15 cours, c'est plutôt. Si tu y vas, tu trouveras du monde pour jouer, c'est sûr. Puis ils sont bon, hyper je pars accueillants, avec ils ma sont hyper raquette. cool, donc voilà, tu peux l'apprendre. Je la prendrai. Parce que bon, j'étais déçu la dernière fois. Donc là, je suis allé en Turquie aussi, je ne l'ai pas prise. Du coup, je me suis dit, merde, on va pas. Ah, ouais.
Non, mais là-bas, tu peux foncer, tu peux faire. Franchement, ils sont hyper sportifs et ils sont hyper cool. Donc, tu trouveras forcément. Bon, bah ça va. Et donc, du coup, est-ce que tu as des conseils pour des joueurs amateurs ou intermédiaires qui pour toi, peuvent vraiment les aider? Déjà, faut pas se prendre la tête quand on joue. J'en vois plein quand je vais dans les clubs qui s'énervent et tout. Faut essayer se prendre la tête le moins possible, de pratiquer. Y a pas de secret. Le tennis, c'est un sport qui a besoin d'être joué, donc faut essayer de jouer un maximum possible pour pouvoir progresser. Et après, voilà, c'est difficile. Faut être en accord avec soi-même. Faut être convaincu de son style de jeu. Faut connaître son style de jeu déjà, savoir ce qu'on a envie de faire sur le terrain. Et après, voilà, se donner une identité de jeu, on dit à chaque fois, et foncer là-dedans, travailler ça. Voilà, si tu as envie de limer, bah, sois content de limer et sois un chien sur le terrain. Va courir un peu en dehors pour te sentir plus à l'aise sur le court. Si tu as envie d'être un attaquant, bah, même si ça fait chier ton adversaire ou ton partenaire quand tu t'entraînes, bah, tu t'en fous, tu fais ton truc, tu continues d'aller vers l'avant, tu mets des lattes. Voilà, faut être convaincu de ce que tu veux faire. Et déjà, si tu fais ça, t'auras fait une bonne partie du chemin. Après, voilà, des conseils techniques, c'est impossible à donner pour moi, je trouve. C'est en fonction de chacun, des sensations de chacun. Je vois plein de tutos. Maintenant, on voit plein de tutos sur les trucs, comment jouer au tennis, comment faire ci, comment faire un coup droit, comment faire ci. Et si tu regardes dans les 100, chaque joueur a une prise différente et t'as des joueurs qui ont une technique dégueulasse, ils arrivent à la faire avancer incroyablement bien. T'en as qui ont une super belle technique et pourtant c'est moins efficace que le mec qui a la bonne technique. Donc voilà, il y a vraiment pas de secret. Il n'y a pas de formule miracle. Donc voilà, si t'es jeune et que t'as un coup droit pas terrible, bah, regarde le coup droit de Medvedev. Il avait le même à 14 ans, il n'a pas changé et regarde aujourd'hui, ça l'a fait gagner un grand chelem et être numéro un mondial. Donc alors qu'il a des grands gestes un peu voilà, dans l'école de tennis, t'apprends pas à faire ces gestes-là normalement. Donc, il y a la place pour tout le monde et pour toutes les techniques. Donc, voilà, faut pas avoir de complexe là-dessus et foncer et donner une plus importance, c'est la passion, l'identité de jeu et pratiquer un maximum. Et quand par exemple, imaginons dans un match, tu es en train de perdre, tu es en train de faire des mauvais points, tu te dis putain merde, j'ai perdu un point à con, vraiment. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu arrives à te dire pour switcher ce mental en mode putain là je suis en train de faire de la merde, t'énerver, en train de te dire merde, je suis en train de perdre quoi. Ou bon allez là, on laisse passer ce mauvais moment et on est en train de repartir sur un nouveau match. Bah, t'essaies de prendre ton temps déjà entre les points. Quand ça se goupille mal, quand ça s'enchaîne mal, tu prends un peu plus de temps, tu vas à ta serviette, tu respires, essaies de réfléchir aux bases, à ce que tu fais de bien, aux petits défauts de l'autre en face, à essayer d'appuyer dessus, de bouger tes jambes. Souvent, ça vient des jambes hein, quand on joue pas bien. Alors surtout, je parle pour moi pour le coup, mais je pense que c'est bon pour 80% des joueurs. Tu te penses juste à une chose, à te réactiver physiquement, à bien être mobile, à bouger tes jambes, faire plein de petits pas. Penser à des choses simples et comme ça, ça t'oblige à ne pas penser au reste et tu repars de l'avant. Quand même, nous on a 25 secondes entre les points, une minute 30 sur changement de côté, donc tu as le temps de faire pas mal de choses. Donc voilà, il faut s'en servir, faut se servir de ce temps-là pour couper un peu, faire un petit stop et un petit reset et penser à des choses très simples qui te font du bien. Après, ça c'est avec toi-même. Tu sais ce qui te fait du bien ou pas avec l'expérience, avec le temps. Donc voilà, ça part de là. Et en même temps, ça peut aussi enlever l'énergie, enfin la bonne dynamique de ton adversaire des fois. Ça peut le. Oui, après, bah, tu restes dans le temps imparti. Forcément, sinon tu prends un avertissement. Donc voilà, mais c'est sûr que voilà, quand tu joues un gros serveur, souvent les mecs ils aiment bien enchaîner les services gagnants, les aces, ils prennent 5-10 secondes entre les points, bah hop, tu tournes un petit peu, tu vas prendre ta serviette, tu casses un petit peu son rythme, ça fait toujours du bien. Mhm. Et sur l'année 2023, quels sont tes objectifs? Bah, j'aimerais bien aller, voilà, essayer d'aller gagner un Grand Prix. J'ai jamais fait de finale en Grand Prix, donc voilà, essayer d'aller en finale d'un 250, voir le gagner. Et j'aimerais bien faire. J'ai toujours fait deuxième tour en Grand Chelem, j'ai fait dans tous les Grands Chelems, donc
J'aimerais bien chercher un troisième et pourquoi pas une deuxième semaine aussi en Grand Chelem. Donc voilà, c'est plus des objectifs de résultats que de classement. Après, si j'arrive à avoir ces objectifs-là, bah forcément le classement il suivra derrière aussi. Et dans ton jeu, tu aimerais changer quelque chose, améliorer quelque chose, ou tu es sur la bonne voie Ouais, là et tu... il y a toujours des choses à améliorer. J'aimerais bien améliorer un peu mon service, et tirer un peu plus fort, un peu plus précis, et de continuer à travailler le jeu vers l'avant, d'aller encore plus finir les points à la volée. Je suis encore un petit peu tiré vers le fond de cours, donc voilà, c'est essayer de prendre le filet un maximum, même si au début ça se passe pas bien, ça marche pas, d'accepter de prendre des passings ou de rater des volets, mais toujours continuer à aller vers l'avant. D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette interview. Je te retiens Pas de encore une souci. minute. Je vais te parler Allez, 2 secondes de ma tennis box, du coup. ok, C'est pas de ça. souci. Tu Ouais, me donneras ton adresse et sympa. je te l'enverrai. Je t'en enverrai une. C'est super gentil, merci beaucoup. C'est cool. Mardi. Mars, C'est un c'est beau design. Ouais, c'est comme ça. Alors, c'est une boîte qu'on envoie tous les 2 mois. Et Ok, dedans, en gros, il y a un livret avec les produits, des conseils, tout ça. ok, sympa. Et après, plusieurs produits qu'on aura besoin sur le cours, donc des balles sur Ok, grip. Là, ça peut être un roll-up pour le côté on a une inflammation, d'accord, on a une douleur ou quoi. Voilà, d'accord, pas ok, mal de trucs, pas mal de petits sympa. trucs. Voilà, Donc, Ok, celui de mars, je te l'envoie à domicile c'est gentil, merci pour te beaucoup. remercier de ton temps. Te remercier Pas de de ton temps. problème, pas de problème. C'était un Bon, plaisir. en Voilà. tout Bon cas, bah merci bon beaucoup. courage, hein. Merci et bon Merci. courage pour tes objectifs aussi. Et peut-être qu'on se verra en Australie alors un de ces quatre. Carrément. Allez, Attends, ciao, ciao. ciao, ciao.